Bonjour à tous, bon midi en ce lundi 28 avril 2025. Soyez les bienvenus à cet autre lunch immobilier sur Facebook et diffusé sur plusieurs plateformes. Je suis en compagnie de Jean-Philippe Claude avec nous encore ce midi. Toujours un plaisir de co-animer. Donc, Jean-Philippe, comment vas-tu? Hey, ça va bien, Jean-Pierre. Toujours un plaisir, hein, on le dit. Toujours du plaisir. Ben oui, certain, certain. C'est le fun d'être ensemble, c'est le fun que vous soyez là. Sans vous, ben, il n'y aurait pas de lunch. On est rendu au 197e, c'est incroyable. Donc, ces dernières années, on n'a pas perdu la tradition. On vous offre, comme à chaque lundi, 100% gratuit, du bon stock, du bon contenu, parfois avec des invités, parfois comme ce midi avec questions-réponses de façon générale. On vous demande, bien sûr, d'adresser vos questions dans le chat et de penser à la communauté en général. Si ce sont des questions trop précises pour votre réalité, ce qui se passe précisément dans votre triplex, ça peut perdre de l'intérêt pour les autres. Prenez ça lors soit d'un appel de coaching ou d'un accompagnement privé ou référez-vous là, à des gens de votre entourage. Des fois, les gens ont des mentors, ont des contacts qui font de l'immobilier, qui ont une certaine compétence. Donc, voilà. 28 avril, on est proche de la date du 30. On espère que vous avez fait vos impôts. Vous êtes sur le point de les terminer. Toujours la question qui revient en immobilier, si on est travailleur autonome ou si ce sont des revenus de placement, bien, ce sont des revenus de placement et à ce titre-là, la date, c'est le 30 avril et non le 30 juin. Donc, bien important. Journée de vote aussi, Jean-Philippe. Exact, absolument. C'est pas encore fait, mais je vais y aller cet après-midi de mon côté. On n'a pas le droit de chialer si on ne va pas voter. Exact. Hey, j'avais entendu à la radio dire en Australie, si on ne votait pas, il y avait une légère amende qui se rajoutait au rapport d'impôt. Je suis comme, bon, OK. En fait, ce qui me fâche toujours là-dedans, c'est qu'il y a plein de pays qui se battent pour avoir le droit de vote. Nous, on l'a, puis ça fait tellement longtemps qu'on l'a que. Hey, même, on recule en arrière, là. Mesdames, à l'époque, imaginez, ils se sont battus pour les droits de vote du temps de ma grand-mère, puis en tout cas, pour honorer tous ces gens-là qui se sont battus pour le droit de vote. Allons-y. Puis, je rajouterais quelque chose, Jean-Pierre, pour le 30 avril, qui vient de me flasher. Si vous avez des contestations aussi de taxes municipales, dépendant de où est-ce que vous êtes. Bravo. À Longueuil, nous, on a contesté. Ça vaut la peine de vérifier. Si on commence notre lundi en force, ça vaut la peine de contester. Nous, notre évaluation municipale, il faut toujours regarder à quelle date au rôle elle a été évaluée. Mais nous, en fait, on a acheté sous le prix qui avait été évalué. Fait que c'est assez facile de challenger dans ce cas-là. Donc, on envoie notre acte de vente et on stipule là, selon les différentes augmentations quel devrait être le prix. Fait qu'on va se sauver là, probablement un 2000 de taxes par 16 logements à Longueuil grâce à ça. Fait que, voilà, 30 avril, là, c'est Longueuil. Peu importe vous êtes où au Québec, les rôles triennales changent. Donc, juste vérifier c'est quand votre date de contestation. Tellement. Très bon point, très bon point. Faites-le, les amis. Arrêtez de vous écraser devant les villes qui sont tellement affamées de notre argent pour, je ne peux pas vous cacher, la dépenser de façon parfois douteuse. Là. À Québec, on a des chroniques d'un certain Renaud Labrec qui est extrêmement rigoureux, qui nous sort toutes les dépenses et les exagérations à la ville de Québec avec grande précision. Ça fait mal au cœur. La dernière fois, là, pour des bancs publics, des chaises dans le quartier Saint-Sauveur, ça faisait 26 morceaux avec les chaises, les bancs publics, 625 000 $. C'est de l'abus, là. Donc, s'il vous plaît, contestez si vous avez une cause. Ce n'est pas parce qu'on paye trop cher qu'on conteste nécessairement son compte, mais dans le cas de Jean-Philippe, il a acheté en bas de la valeur municipale. Et dites-vous qu'il nous reste 2 jours jusqu'au 30 avril, mais la date de référence au marché, c'est 18 mois avant. Donc, combien valait votre immeuble le 1er juillet 2023? Bien important. Donc, il faut se remettre. Des fois, on accepte ça. Ouais, ben là, on est rendu à cette valeur-là. Non, non, il y a 1 an et demi. Est-ce qu'on était là? Quelle était la condition de l'immeuble? Qu'est-ce qui était loué dedans? C'était quoi les revenus? Bref, prenez vos droits si vous avez à le faire. Et voilà. Donc, ça coûte pas cher, hein, Jean-Pierre? Hein? Ça coûte pas cher pour l'essayer. Là. Nous, c'était 500 $ à Longueuil. Pour imaginez la valeur économique, rappelez-vous, là, on y va toujours avec un marraine de vin. Là. On enlève 1 000 $, là, ça en est 20 000 qu'on vient de sauver en valeur. Voilà. Ben oui, l'effort qu'on va mettre pour regagner ça dans des augmentations de loyer, hein, c'est toujours ça. Regardez les dépenses, puis c'est tout le temps le même multiplicateur en termes de valeur économique. Donc, oui, on augmente de 10, 20, 50 $ par mois, par porte,
bien, si on en réduit tout autant et plus, fois 12 mois, fois 25 pour un MRN, une valeur économique rapide, là, c'est une règle du pouce, bien, il y a du gros argent à surveiller vos dépenses et à questionner chaque poste de dépense. Voilà. Gros départ, Jean-Pierre. Gros départ. Écoutez, on remercie les gens ce midi qui ont contribué, bien sûr, à la mise en onde là, du lunch. Il y a Mehdi qui est en régie, qu'on salue. Sandra, notre coordonnatrice en or, qui est là à l'organisation, à la préparation, qui s'assure que tout est correct, tout est bien noté par tous. Et Eric également, qui est aux communications marketing. Donc, merci à vous trois. On salue aussi notre président Yvan Cournoyer, qui doit nous regarder à quelque part. Donc, ceci étant fait, écoutez, on attend vos questions pour ce midi. Ça peut toucher un paquet de sujets. Si vous êtes abonné à l'infolettre, bien écoutez, vous l'avez reçu ce matin. On vous dit que c'est l'occasion idéale d'avoir des réponses précises et des idées sur toutes sortes de questions liées à l'immobilier, qu'il s'agisse de stratégie d'investissement, recherche d'opportunités, optimisation des immeubles, analyse de rentabilité, les offres d'achat, le marché, les prêteurs privés, visite des lieux et inspections, financement ou autres. On va tenter d'y répondre du mieux possible. Donc, vos questions dans le chat, Jean-Philippe va les surveiller, bien sûr. Jean-Philippe, est-ce que ça a commencé dans nos questions publiques? Oui, Jean-Pierre, j'aimerais ça juste faire une plainte. Je pense qu'on va devoir changer go, go, go pour aller à l'avenir, les mots-clés. Faire attention à ça. Bien sûr. On salue attention, donc on va corriger ça la prochaine fois. Méchant garçon. Évidemment, on fait référence au bus de la STM. Voilà. Ça va bien. Ça nous a bien fait rire, ça. C'est juste au Québec qu'on voit ça. Je vais y aller avec la question de Maxandre. Je peux la résumer en fait, Maxandre. Partenariat. Comment on fait pour attirer des partenaires, Maxandre? Okay, tout d'abord, je répète toujours la même chose. Quand on parle de partenaires financiers, faites attention, allez voir un avocat, il faut respecter certaines règles. Okay? Compte tenu que ces règles-là sont respectées, que la dispense de prospectus, là, le 45-106, je me prends pour Richard Damour ce midi. Les critères sont respectés, basés là-dessus, vous avez consulté un juriste. En fait, ce que j'explique en partenariat dans les cours d'immobilier, c'est qu'à la base, l'argent dans un partenariat vaut à peu près 50% et l'optimisation, aller chercher l'opportunité vaut à peu près 50%. Ça joue cette balance quand vous commencez. Peut-être que vous allez avoir 30, le partenaire passif va avoir 70 ou vice-versa. Ça va basculer, mais basons la base, en fait, là, pour partir une ligne droite, 50-50. Ce que j'ai par expérience, Maxence, ce que les investisseurs veulent savoir, c'est quand est-ce qu'ils vont revoir leurs capitaux, plus que le rendement qui va être donné. Fait que par exemple, Maxence, je ne sais pas, tu vois 50-50, puis au bout de 2 ans, tu remets l'argent à ton partenaire, il reste 50-50 avec toi, et vous détenez le bloc pendant une dizaine d'années. Parfois, les investisseurs passifs me disaient, ben, tu peux-tu me calculer un rendement là-dessus? C'est impossible de le faire parce que tu me prêtes l'argent sans intérêt pendant 2 ans. Puis là, on va garder le bloc 5 ans, 10 ans, 20 ans. Si on garde le bloc ensemble 20 ans, pendant 18 ans, tu n'auras pas d'argent dans le bloc. Ça va être du rendement infini pendant que tu as eu un rendement 0 pendant les 2 premières années. Fait que ça va être des rendements dans les milliers de pourcents. Par expérience, Maxence, c'est vraiment quand est-ce que les sous vont revenir parce que le profit va se faire avec le temps dans l'immobilier. Fait que je te dirais, focus là-dessus, sur le retour des fonds. Ça serait mon truc. Jean-Pierre, je ne sais pas si tu avais quelque chose à bonifier là-dessus. Bon. Non, très, très bon. Très, très bon. On continue. On espère que ça répond. On continue. Je vois Frank Letel à 12h05, Jean-Philippe, qui nous dit « Question, investir dans un quintuplex comprenant uniquement des 2,5. Quels sont les avantages et les inconvénients SVP? » Veux-tu commencer? Ou j'y vais? Oui, je peux y aller. En fait, rapidement, les 2,5, en fait, plus l'unité est petite, plus ta location pied carré est payante. Fait que ça, je peux y aller avec l'avantage. Jean-Pierre, je suis sûr que tu as une liste de désavantages longue comme ça. Vas-y. La location, en fait, plus c'est petit, plus c'est payant au pied carré. Complètement. C'est pour ça que des gens font des chambres des fois dans des 5,5. En fait, c'est que le prix à la porte va être un petit peu faussé. Hein. Il y en a qui disent, moi, je vais payer 135 000 la porte. Le prix à la porte réfère à un 2 chambres, à un 4,5. Fait qu'on fait attention. Des fois, il y a certains courtiers ou vendeurs qui vont dire, « Hey, moi, j'étais à 110 la porte. »
des 2,5, c'est pas pareil. Le point de Jean-Philippe est excellent. Oui, c'est plus payant. C'est toujours les revenus. 5 logements, généralement, on tombe en financement commercial, quoique 5 et 6, on le répète souvent ici, zone grise, financement autant au perso qu'au commercial. Par contre, ça peut être des 2,5 très bien loués. Il y en a qui vont meubler des petites unités comme 2,5. Exemple, s'il n'y a pas de chambre fermée, vont installer des lits muraux de sorte que le coup d'œil, lorsqu'on rentre, ben, l'appartement est dégagé. Les gens n'ont pas à se dire ouais, où est-ce que je vais mettre le lit là-dedans. Donc, ça peut des fois être une idée d'installer soit des lits muraux, même de les meubler avec poêle frigo 24 pouces. C'est pas compliqué à meubler un 2,5. Puis, même si vous n'avez pas de permis d'hébergement touristique d'Airbnb, vous louez à plus de 31 jours. Vous louez 2 mois, 3 mois, 6 mois, comme vous voulez. Ça peut être un bail de la régie à ce moment-là, du TAL. Donc, voilà, ça peut être des options des fois dans le 2,5, on voit ça, des investisseurs qui vont meubler les unités pour mieux les louer. Puis, au niveau de la rotation, il y avait des vieilles croyances qui disaient des petits logements, il y a de la rotation. Je vous dirais, je pense que c'est 46 % de la population qui habite seule. Le coût des loyers est très élevé. Puis, il y a des gens qui ont d'autres priorités dans leur vie que de payer un logement. Donc, ils voyagent ou ils ont des passions quelconques. Donc, ça peut être des très bons locataires qui peuvent rester là très longtemps. Souvent, personne seule. Donc, c'est ça. Au niveau bris, tout ça, c'est plus limité. Ça se gère bien. Mais je n'ai pas de problème. Il faut juste le payer en conséquence, Frank. Absolument. Je rajoute une petite affaire, Jean-Pierre. Il est localisé où aussi? Parce que s'il est face à une université, tellement. Tu sais, là, t'es localisé face à l'université, ça fait du sens. Fait que, tu sais, la localisation, là, je m'excuse pour les gens de Shawinigan, je le prends comme exemple, là, parce que c'est une ville où est-ce qu'il y a eu un haut taux de vacances, mais ça va être plus dur. Fait que la localisation. J'empilerai avec Nick, c'est relativement facile. Donc, Nick, il veut avoir l'évaluation d'un plex où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement de comparable. La règle que j'explique toujours, Nick, en fait, la règle du GBS, le gros bon sens. Si tu n'en as pas dans la zone, est-ce que tu peux aller dans une ville à côté avec une comparaison similaire? À Saint-Hyacinthe, ça m'est arrivé où est-ce qu'on avait pris un comparable, par exemple, à Cowansville. On avait pris une taille similaire, quelque chose de similaire. Ça va autant pour l'optimisation, la rénovation, que même la hausse des taux d'intérêt. Les gens, souvent, dans le cours, je suis sûr que tu as eu cette question-là, Jean-Pierre, les comparables, c'est bon combien de temps? GBS, gros bon sens, est-ce que les taux ont été vraiment stables? Est-ce qu'il y a eu un événement qui a fait que les valeurs ont changé? Fait qu'il faut essayer de comparer des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges. Je sais que c'est pas simple au début, c'est avec un petit peu de travail, mais un évaluateur gris va pouvoir t'aider là-dessus, Nick. Voilà. Ouais, on le répète souvent, JP. Connaissez vos secteurs, les amis. On ne peut pas être bon partout, là. Donc, vous avez des critères personnels sur vos choix dans votre vie. Ayez des critères aussi, s'il vous plaît, sur vos secteurs. Tous les secteurs sont bons. Et encore une fois, on n'est pas obligé de l'habiter, mais il faut le connaître. Donc, devenez bon, devenez compétent. Puis comment on devient bon? Je sais que la question va popper. Plein de façons de devenir compétent d'un secteur. Évidemment, bien sûr, vous allez regarder ce qui est sur le marché d'un œil. D'un autre œil, vous allez regarder les appartements loués. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller en visiter vous-même? De vous promener, de regarder comment ça se passe. Y a-t-il des rues qui sont plus négligées, de moins intéressantes que d'autres? Hein? Des fois, on s'en va au sud d'un boulevard ou au nord, peu importe, c'est moins bon, moins recherché. Donc, c'est vous qui allez déterminer les valeurs, les années de construction aussi des secteurs. Il y a tellement de choses à savoir que c'est pas vrai qu'on peut être bon partout. Moi, si je propose un immeuble à Jean-Philippe à Rouyn-Noranda, hey, j'ai un deal à Rouen, comment il peut le savoir que c'est un deal? Exact. Donc, c'est dur à dire, hein, ça. Parce que, en fait, je lève la main. J'ai tellement tombé dans ce piège-là. Là. Je le dis dans les cours, j'avais 2 régions. J'avais Québec et Ontario. Là. J'étais comme, il n'y a pas un plex qui va, il n'y a pas un bloc qui va passer sous mon radar. Je checkais ça partout. J'étais en train de regarder un plex à cette île. Je mettais des billets d'avion dans mon cash flow, en tout cas. Des affaires pas possibles. Puis en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Parce que je ne connaissais pas le marché, je n'étais pas capable de déterminer une transaction. J'ai commencé à investir quand j'ai fait ma première transaction à Saint-Hyacinthe. Puis j'ai acheté 90 logements, vite, à Saint-Hyacinthe, dans le centre-ville, dans un quartier que je connaissais vraiment, parce que j'étais capable de reconnaître mes valeurs. Fait que quand on commence comme ça, là, quand vous aurez une centaine de logements, etc., vous commencerez à vous amuser, à vous promener, parce que vous allez avoir une certaine facilité à jouer avec les chiffres. Mais quand on commence, s'il vous plaît,
petit. Plus petit, meilleur. Et souvent, qu'est-ce qu'on va faire quand on regarde petit? On va vouloir agrandir notre recherche centriste. Puis là, on continue d'agrandir. Puis là, ben, finalement, j'appelle ça le cercle. C'est quoi le contraire de cercle vertueux? Non vertueux, oui. Servicieux. Ouais, non vertueux, ça va marcher à midi. Un cercle non vertueux. Et on rentre là-dedans. Fait au lieu de faire ça, en fait, dans le cours IMO 101, le premier cours, les techniques de recherche, à la place, restez dans votre secteur, puis augmentez certaines techniques de recherche au lieu d'agrandir le secteur. Ça serait ma recommandation. Hey, ça, c'est fort. J'espère que vous avez ramassé ça. Répète ta dernière phrase. Augmentez vos techniques de recherche plutôt que d'agrandir. Voilà. Ça, à mon avis, c'est une des pépites de ce midi, JP. Yes. On te rend hommage. On te rend hommage. Merci, merci. Joe Fortin, à midi 10, j'ai en vue un quadruplex dans Québec qui date de 1840. Donc, doit être très bien situé, très central. Vous savez comment les villes se développent progressivement. L'immeuble génère de bons revenus, semble rentable, mais est encore invendu après plusieurs mois. J'ai fait une offre, mais devrais-je me méfier? Donc, Joe, on présume qu'il est sur le marché, soit Centris, peu importe, du proprio, Kijiji, Marketplace. Fait parler le vendeur ou le courtier. Qu'est-ce qui se passe avec le dossier? On est rendu où? Y a-t-il des offres? Y a-t-il des inspections? Ah oui, il y en a qui se sont retirés. OK. Est-ce que c'était la position des vendeurs, leur capacité financière qui a fait qu'ils se sont retirés ou c'est l'immeuble? Donc, on devient des Sherlock Holmes et comme dit Gilles Laferrière, vérification diligente, là, 360 degrés, essaie d'en savoir davantage. Si c'était bon, effectivement, il ne serait pas resté longtemps sur le marché. Est-ce qu'il y a eu des baisses de prix qui fait que là, tu as rentré une offre à meilleur prix, peut-être, puis qui est parti trop haut, donc l'immeuble a été brûlé. Mais j'essaierai d'en savoir davantage. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas vendu si pour toi, il est rentable, encore là, génère de bons revenus, peut-être aussi revoir tes calculs, à être sûr que ça se tient. Puis un quadruplex, ben, il ne se financera pas sur ses revenus, il va se financer sur des comparables. Donc, bien sûr qu'on veut un immeuble qui est rentable, mais 4 et moins, c'est plus difficile. Il y a peut-être plusieurs questions là, ici à vérifier, Joe. Absolument. Puis, tu sais, l'âge du bâtiment, si on met l'emphase sur le 1840, là, c'est l'exemple que je donne toujours là, à Paris, là, sont vieux les immeubles. Ça dépend juste comment ils ont été entretenus. Vérifiez avec les assurances aussi, parce que quand les bâtiments sont centenaires, il y a certains assureurs qui ne le font plus. En ce moment, les assureurs tiquent là-dessus, tiquent sur aussi la plomberie, la vieille plomberie en acier galvanisé. Ça fatigue. Mais voilà, petit truc, là, quand ça dépasse centenaire, quand c'est bien entretenu, il n'y a pas de problème. Il faut juste vérifier avec les assureurs. Puis tout à fait. L'emplacement est bon. La construction, je pense même, Jean-Philippe, je t'entendais ça, s'il est là depuis plus de quasiment 200 ans, ben, il risque d'être là pour encore une centaine d'années. Donc souvent, on a des fondations de pierre qui sont très solides. Par contre, ma recommandation là-dessus, pour en avoir dans des secteurs historiques, faites des bonnes rénovations. Un curtage de l'appartement, plomberie, électricité, et profitez du cachet de ces immeubles-là. Donc, les planchers de bois franc, les grosses moulures, les plaintes de bas de mur, des fois qui ont 8 pouces de haut, la hauteur, les murs de briques, les fenêtres à crémone, peu importe. Mais c'est des bonnes bâtisses. Moi, j'ai aucunement peur des bâtisses là, qui datent comme ça. Au contraire, ça a tellement de cachets. Vous allez louer plus cher à une meilleure clientèle qui recherche ça. Oui, absolument. Et puis 1840, en fait, c'est automatiquement bien placé. Ou presque. Là. C'est Vieux-Québec. C'est Vieux-Québec. Fait que plus c'est vieux, normalement, plus c'est au centre de quelque chose, là, à vérifier selon les villes. Mais d'habitude, plus c'est vieux, mieux t'es placé. Complètement, complètement. Jean-Philippe, une pour toi. Comment fonctionne l'amortissement Mathieu B. Girard à midi 10? Je l'avais exactement. On fait de la télépathie. Fait que Mathieu, en fait, on va considérer que c'est l'amortissement des bâtiments, là, pas l'amortissement d'un prêt hypothécaire. L'amortissement des bâtiments. Dans le fond, ce que le gouvernement nous autorise, en fait, c'est de créer une perte sur le bâtiment. Fait que l'amortissement, c'est un principe général. Là. Si jamais vous avez une entreprise, là, toute une dépréciation. L'informatique, les voitures et également l'immobilier a une dépréciation. Ce que le gouvernement ne considère pas, en fait, c'est que oui, l'immeuble se déprécie, sauf qu'il prend aussi de la valeur avec le marché. Fait qu'on va juste regarder dans les yeux là, du gouvernement puis des taxes. On a le droit d'avoir une dépréciation parce que notre bâtiment perd, regardez bien les guillemets, là, perd de la valeur au niveau fiscal. Fait que comment ça fonctionne, en fait? Quand tu regardes ta valeur de bâtiment et de terrain,
un terrain ne perd pas de valeur, il ne se déprécie pas, il reste toujours pareil. Donc, on enlève le terrain, on regarde juste le bâtiment construit sur le terrain. Et en fait, on a le droit d'une perte de 2 la première année, 4 les années suivantes. Okay? Fait que 2 la première année, là, j'ai un blanc en compagnie, là, c'est Richard est là, c'est en compagnie ou personnel. Je sais que c'est le 31 décembre au personnel, mais en compagnie, en tout cas, à vérifier celui-là, j'ai un petit blanc. 2 ou 4 par la suite. Et c'est dégressif, évidemment. Fait que c'est 4 4 4 4 Ce que ça vient faire, en fait, ça vient créer une perte sur nos rapports d'impôts et ça vient éviter, en fait, le paiement d'impôts tout de suite. Cet impôt-là est dû et qui est reporté dans le futur. On va avoir une récupération d'amortissement à payer à la fin, sauf que pour l'instant, on ne le paie pas. Okay? Si vous achetez au personnel, puis vous considérez vendre relativement rapidement dans les 5 premières années, je vous dis consultez un fiscaliste. Tant qu'à moi, si vous gardez l'immeuble plus que 5 ans, allez-y amortissez à fond. Et si vous avez en compagnie, amortissez, s'il vous plaît, parce que on a le droit de créer des pertes en plus dans les sociétés. On peut le faire juste une fois à l'année. On ne peut pas revenir en arrière et dire hey, amortis-moi les 5 dernières années, on ne peut pas le faire. Il n'y a pas non plus de tranche dans une compagnie. Fait que quand tu vas vendre, tu ne paieras pas de 30 sur cette tranche-là, 40 sur l'autre. Fait que tant qu'à moi en compagnie, c'est simple, c'est tout le temps amorti. Tu vas avoir un prêt du gouvernement à 0 Des fois, je me stine avec des gens, je ne peux pas comprendre. Le gouvernement me prête cet argent-là à 0 pendant 25 ans. Je vais le prendre, l'amortissement. Merci, je l'ai dans mes poches. Oui, je vais devoir le payer dans le futur. C'est un prêt que j'ai à 0 d'intérêt du gouvernement. C'est la plus belle subvention que je ne peux pas avoir. Fait que oui, l'amortissement en compagnie 100 du temps. Si c'est personnel, faites juste attention. Si vous voulez vendre rapidement, consultez un fiscaliste. Mais si vous le détenez à long terme, amortissez aussi tant qu'à moi dans le personnel. Fait que voilà, c'est un élément extraordinaire fiscal de l'immobilier, l'amortissement. Oui. Si, écoutez, vous avez des questions, référez-vous à votre comptable. Là. Mais comme le dit Jean-Philippe, là, c'est vraiment un beau levier qu'on a en immobilier. C'est dans les belles possibilités qu'offrent peu de domaines finalement. Donc, c'est de l'impôt reporté jusqu'à 4 par année, comme disait Jean-Philippe, dégressif sur la portion bâtiment. Et au perso, on ne peut pas créer de perte avec ça. Mais moi, j'ai mes immeubles au perso, j'utilise ça. Puis vous prenez ce que vous voulez d'année en année. Hein? Vous voulez prendre 2 sur un immeuble telle année, l'autre 3. Donc, voilà. Puis $1 maintenant, ben, vous pouvez faire beaucoup plus qu'$1 futur avec. Là. Imaginez le dollar maintenant versus $1 dans 25 ans. Hein? Voilà. Tellement. Super. À midi 24, Jean-Philippe, Reine, Cagne, comment fonctionne la balance de vente? On parlait de l'Office de la langue française, il préférait le solde de prix de vente. Qu'est-ce que c'est? Puis c'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens qui en entendent parler et qui se demandent c'est quoi ça? Donc, Jean-Philippe. On vient d'en signer une belle, nous, d'ailleurs. Donc, ça me fait rire, ça aussi. Des fois, on a un mythe sur le solde de prix de vente, en fait. C'est qu'en fait, on vend un bien et le vendeur accepte de laisser une partie à payer dans le futur. Très fréquent dans les entreprises. Dans l'immobilier, les dernières statistiques de Patrice Ménard, là, ça fait longtemps que j'avais lu ça, 5-6 des transactions. Fait qu'environ 1 sur 20 dans lequel il va avoir un solde à payer. Donc, le vendeur ne reçoit pas tout son argent tout de suite. Maintenant, une balance de vente, c'est large comme ça. C'est une feuille blanche. On peut décider d'en avoir une pendant 30 ans, intérêt seulement. On peut en avoir une avec paiement capital intérêt pendant 6 mois. Vous comprenez que c'est une page blanche, un contrat complètement blanc que vous décidez sur le montant à payer. Les taux d'intérêt peuvent varier. Vous comprenez comment ça fonctionne. Si vous y allez dans le finance avec un financement bancaire, assurez-vous que la balance de vente est acceptée par le créancier. Donc, il y a une certaine limite. Je sais que Desjardins peuvent accepter jusqu'à 50 50, c'est étiré. Okay, 33, ça passe assez bien. 50, c'est assez étiré. 50 du montant de la mise de fonds qui peut être acceptée en balance de vente dans une vente. Faites attention, par contre, négociez bien le taux d'intérêt parce que souvent, les paiements de la balance de vente vont venir s'appliquer sur le ratio de couverture de dette. Okay? Sinon, les autres items de la balance de vente, ben là, évidemment, dans le coaching, on a le cours 6, financement créatif. On va beaucoup plus loin de ce que je viens de vous expliquer, que je vous ai crunché en à peu près 30 secondes sur la balance de vente. Mais voilà, c'est ça le principe. Donc, c'est un solde à payer.
ça vient s'inscrire au registre foncier. Vérifiez juste avec votre créancier que c'est accepté. Exact. Peut-être 2 petits points complémentaires. Très bonne réponse, JP. Écoutez, ce n'est pas un cadeau. Ça me fait rire des fois. J'avais trouvé un vendeur, il était vraiment un malin, là. Il vendait un immeuble semi-commercial vers les 900 000 il y a quelques années. J'arrivais à une valeur économique à 700. Mon offre est en conséquence. Puis il m'avait dit, ben écoute, moi, j'ai pas de problème. Là. Il dit, combien tu veux mettre en mise de fonds? Là? On va te faire ça en solde de prix de vente. Écoutez, c'est pas un cadeau, c'est un prêt. Ça ne change pas le prix d'achat. Si c'est trop cher, c'est trop cher, même avec un solde de prix de vente. Gardez en tête qu'il va falloir le rembourser. Deuxième point, faites attention. Oui, c'est de l'impôt reporté, mais il y a des calculs. Puis si vous n'êtes pas fiscaliste ou comptable, là, lancez-vous pas là-dedans. Ce que vous suggérez aux vendeurs, référez-vous à vos professionnels pour qu'ils vous expliquent eux-mêmes de quelle façon que ça devient de l'impôt reporté dans le temps. Parce qu'il y a un calcul, il y a un montant dégressif, ce n'est pas automatique. Donc, j'avais accompagné une fille dans un coaching, elle dit, je rencontre le vendeur, son comptable, son avocat demain, j'explique le solde de prix de vente, puis comment ça va l'aider fiscalement. Je dis, ouais, est-ce que c'est ton domaine? Elle dit, non, pas en tout. Il ne faut pas là. C'est toujours mieux que le vendeur vérifie par lui-même ces avantages-là. Puis, ne pas oublier qu'il est garanti par son immeuble. Jean-Philippe l'a mentionné, là. Fait que c'est un prêt qui est quand même très safe, mais il y a des avantages fiscaux. On lui demande de se référer à ses propres professionnels. Absolument. Absolument, Jean-Pierre. Good. J'en vois quelques-unes passer. S'il y en a une qui t'accroche, Jean-Pierre, il y en a en gestion, il y en a en logiciel de gestion, il y en a. La question de Katia pour le don d'équité, personnellement, oui. Je peux pas répondre à cette question-là. J'en ai jamais fait. Jean-Pierre, je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire là-dessus. Non plus. Je sais que c'est un moyen qui est utilisé pour démontrer une mise de fonds, un don d'équité, un don, là, une lettre de don, comme on dit, qui fait que les institutions financières questionnent un petit peu moins la provenance de la mise de fonds. Donc là, on a une lettre de don d'un parent, d'un proche. Mais il faudrait référer-vous à des professionnels, effectivement, au niveau comptable ou fiscaliste à ce sujet-là. C'est bon, tu l'avais vu de cet angle-là. Moi, j'avais vu vraiment le don fiscal. Là, des fois qu'on voit au registre foncier, là, le don possible, là, Katia, je ne sais pas si tu veux nous le préciser, mais bref, on a répondu. Le don d'équité, j'en ai jamais fait au registre foncier. Puis le don, comme disait Jean-Pierre, avec une lettre de don. Consultez en fait votre courtier hypothécaire aussi. En passant, là, dans le courtier hypothécaire ou banque, là, dans le 6 logements et plus, je peux me permettre un petit aparté. Les deux sont bons. Okay? Dans le financement commercial qu'on appelle 5-6 logements, parfois je vais y aller avec la banque, parfois ça va être avec le courtier hypothécaire. Ça dépend. Fait qu'on va se promener un peu là-dedans. Mais dans le 5 logements et moins, là, le courtier hypothécaire, il ne coûte rien. Vous avez des meilleurs taux que la banque. Fait que tant qu'à moi, il n'y a juste aucune question là, pour votre maison et autres. Là, c'est tout le temps courtier hypothécaire. Ils ne coûtent rien puis ils ont des meilleurs taux. Même si vous arrivez avec votre taux, vous allez voir votre banque, le taux que vous avez reçu du courtier hypothécaire, vous ne serez même pas capable de le battre parce qu'eux, ils achètent des bundles, ils travaillent différemment. Fait que courtier hypothécaire, 5 logements et moins, all the way. Voilà. Tout à fait. Puis la même institution, il y en a qui me disent, ben Desjardins m'a fait une offre, et je suis passé par un courtier hypothécaire en résidentiel qui m'a fait une meilleure offre chez Desjardins. Voilà. Exactement, absolument. Donc, gênez-vous pas, les amis. Gênez-vous pas. Hein. Puis ça peut vous rassurer, là, au club, on enseigne d'avoir entre 2 et 3 prêteurs dans votre portefeuille. C'est un domaine où la fidélité n'est pas toujours payante. Puis traitez avec des courtiers hypothécaires qui ont le même objectif. Ils ont le même objectif que vous. Les autres sont payés si le prêt fonctionne et vont vous aider à monter votre dossier, à s'assurer qu'il ne manque aucun document, que vos informations sont à jour. Ce sont des experts dans leur domaine. Donc, belle valeur ajoutée. C'est un très bon conseil, JP. Yes, sir. Oui. Logiciel de gestion d'immeubles, Maxime Gleaton, à midi 17. Veux-tu commencer, JP? Oui, ben nous, en fait, on a fait le tour. On en a fait plusieurs. On a fait... j'ai un blanc. Plexflow. C'était pas Plexflow qu'on a fait, c'est Colin, c'est un autre logiciel. Bon, ça va m'en revenir quand je vais le dire. Puis ensuite, on a rebasculé vers Proprio Expert. Mais j'entends beaucoup de bien de Plexflow, honnêtement. Puis avoir rencontré son PDG en voyage aussi. C'était très plaisant de le voir aller. C'est très impliqué aussi. Fait que j'entends juste des bonnes choses. Nous, ça a été basculé vers Proprio Expert. Puis on a griché des dents parce qu'en fait, notre logiciel comptable, c'est QuickBooks.
Puis on voulait garder QuickBook, la liaison était mal faite. Fait qu'en fait, j'espère que Plexflow va être la solution à tout parce qu'à date, on n'avait pas trouvé ce qu'on voulait dans notre cas. Je ne sais pas, Jean-Pierre, si c'était quelque chose à rajouter là-dessus. On travaille, nous, à l'interne avec Proprio Expert, comme plusieurs, qui est maintenant avec la Corpic. Donc, c'est By Expert, c'est Proprio Enquête, tout est interrelié. Il offre de l'excellent service à la clientèle aussi. Mais oui, Plexflow semble très, très bien. On était au Maroc là, il y a quelques semaines avec son créateur, son président. Donc, il y en a plusieurs, à vous de voir. Si j'avais une réponse à donner, ce serait Proprio Expert. Mais il y en a, je sais, on en parle dans le livre sur la gestion là, qu'on a coécrit, Gilles, Yvan et moi. Il y en a toute une liste. Mais je vous dirais probablement OPEM dans des gros parcs qu'on entend. Assez dispendieux, plus complexe, mais très performant. Proprio Expert, comme je vous dis, Plexflow, sans doute en ordre là, de popularité, de moi, ce que j'entends autour. Puis ensuite, les autres, Upperbee en est un, puis il y en a sans doute d'autres que vous pouvez trouver. C'est un bon allié. Je sais qu'il y en a qui travaillent avec des feuilles Excel, c'est correct, mais attendez de commencer à travailler avec un logiciel de gestion. Vous allez voir tout ce que vous manquiez. Et le conseil de Jacques Lépine, essayez de commencer le plus tôt possible sur un logiciel de gestion, McDonaldiser vos opérations, standardiser ça. Commencez, vous achetez un premier duplex, mettez-le dans votre logiciel de gestion, puis vous allez être formaté. Ensuite, les autres, ça va être beaucoup plus facile de les rajouter. Vous allez connaître comment ça fonctionne, votre système, votre logiciel. Tout intérêt, là, vous avez tout intérêt à travailler avec ça, vraiment. Super, Jean-Pierre. Merci, Ben. C'est Building Stack que j'avais sur le bout de la langue, que je suis de dire. Excuse-moi, absolument. Ouais. Building Stack, tout à fait. Upperbee Building Stack, tout à fait. Bien vu. Merci, JP. Voilà. Peut-être plus léger, puis ensuite, on va passer aux annonces. C'était celle entre le bain et la douche, mais bon. Sinon, on peut y répondre. Des fois, ça dépend des secteurs, des fois, ça dépend des rénaux, ça dépend de plein de choses. Il y a des clientèles qui recherchent des bains. Ça, c'était la question juste pour vous situer, là, tout le monde. C'était Ben oui. à midi 19, oui. C'est vraiment essentiel pour un bain-douche dans une salle de bain. Ça dépend du type de location. Je sais que des fois, il y en a en location, en hébergement touristique à moins de 30 jours, préfèrent les douches plus faciles à nettoyer. Écoutez, c'est une question des fois de configuration du logement, de travaux, de coûts, où est-ce que vous êtes rendu, des fois dans vos dépenses. Moi, j'ai déjà frappé de la clientèle qui cherchait expressément un bain. C'est peut-être un plus dans nos annonces, bain-douche à offrir. Mais sinon, en ville, là, je sais que ça peut être aussi des douches. Là, les gens, encore une fois, dépendamment du type de location. Puis de la taille du logement, ça pardonne peut-être plus sur des petits logements d'avoir qu'une douche. Des fois, les plus grands logements, il peut y avoir des enfants, tout ça, un bain est requis. Mais bon, c'est peut-être pas noir ou blanc. À toi de voir. Non, c'est ça. Beaucoup selon la configuration de la salle de bain dans notre cas à nous. On a fait. Voilà. Katia qui dit qu'elle met designer intérieur, elle met des douches. Voilà. Fait que en fait, c'est. Voilà. Tu as compris. Oui. Les deux. Voilà. Donc, écoutez, on va conclure. Je ne sais pas s'il y avait une ou deux questions rapides qu'on pourrait répondre. La nouvelle grille de calcul, je ne sais pas si tu t'étais adressé, Jean-Pierre. Moi, je l'ai regardé rapidement en diagonale. Même chose, je vais en parler mercredi soir, mais je l'ai mis de côté pour me concentrer là-dessus. Donc, mercredi soir, lors de la soirée mensuelle de Québec. Mais j'en sais pas beaucoup plus à ce stade-ci. Désolé. On est à la même place, Jean-Pierre, vu qu'on a utilisé l'ancienne grille pour le calcul. On n'a pas encore regardé. Nick, c'était une excellente question. C'était vraiment bien. On va te revenir quand on va l'avoir regardé. Je sais que positif, on a l'amortissement de 20 ans des travaux maintenant qui est gelé. Donc, ça, c'est positif, Nick. Fait qu'on te revient avec ça. On te revient dans un prochain lunch. Super. Est-ce qu'on en aurait une dernière rapidement? Oui, une question qu'on a tout le temps. Barbara, est-ce que ça vaut la peine d'acheter un 4plex quand les loyers sont plus bas? Mix des deux. Barbara, donc c'est sûr qu'il y a un potentiel avec un roulement naturel de locataire. C'est sûr que le plex va augmenter. Il y a un certain potentiel. Ça a un prix, ce potentiel-là.
Le plus bel exemple que je donne des fois, c'est que tu as un immeuble neuf à côté d'un immeuble usagé. L'immeuble usagé va se vendre à plus de fois les revenus que le bâtiment neuf parce que le bâtiment neuf n'a plus de potentiel. On ne peut pas le rénover, il est au loyer du marché, tandis que l'autre, il a un certain potentiel. Fait en fait, pour répondre à ta question super simple en sprint, Barbara, oui, ça vaut la peine. Oui, ça a un prix, mais évidemment, pas 100% de la différence entre le loyer marchand et le loyer parce qu'on sait qu'on a un certain gain à avoir. J'avais une présentation dans le coaching anglais. Il y avait quelqu'un qui disait, moi, je paye 25 sous pour chaque dollar potentiel. Fait que si ça peut vous aider, lui, c'est ce qu'il faisait. Fait qu'il disait, moi, je rajoute 25 sous. Fait que si le loyer, il est 100 dollars trop bas par rapport au loyer du marché, ben, il était prêt à mettre 25 dollars de plus sur le loyer pour le calculer ensuite. Fait qu'il y avait une certaine valeur, évidemment pas tout au complet. Fait que c'est ce qu'il utilisait. Si ça peut vous aider à le visualiser, tant mieux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, faites attention de ne pas payer trop cher, quand même. Je parlais avec un investisseur là, aguerri, d'expérience, tout ça, puis il dit, Caroline, il dit, si j'avais un conseil, puis je vous le partage ce midi, c'est touchez pas aux immeubles qui n'ont pas de potentiel, qui n'ont pas de jus à extraire à l'intérieur. Si c'est capé, si les loyers sont déjà au top, il n'y a plus rien à faire. Ça va vous prendre longtemps avant d'en racheter un autre puis faire un retrait d'équité versus un immeuble où est-ce qu'il y a beaucoup d'upswing à aller chercher, des augmentations de loyer, des diminutions des dépenses. Des fois, les augmentations de loyer, je comprends qu'il y a une clientèle qui est là depuis longtemps, puis au club, vous connaissez nos valeurs, là, on ne met personne à la porte, là, il y a des façons de s'entendre avec les locataires, mais des fois, c'est d'aller chercher des revenus supplémentaires, des cases de parking qu'on peut louer à part, des lockers qu'on peut mettre aussi à part du bail, installer une buanderie commerciale, rentrer de l'Internet sans fil, du Wi-Fi, vous connaissez, bref, les trucs, on en parle souvent, mais des fois, on peut créer de la valeur, convertir un système de chauffage. Donc, il y a beaucoup de façons de créer de la valeur dans un immeuble. Hein. Des fois, ce n'est pas en disant « Hey, moi, ça, avec le monde dehors ». Comme je vous dis, ce n'est pas dans nos pratiques. Il y a d'autres façons d'arriver à augmenter la profitabilité d'un immeuble. Donc, c'est pas mal nos mots de la fin, JP. Hein? Hey, j'en aurais un d'une minute à faire. Certain. Hein? Je vais faire le mot de la fin, une minute à faire. J'essaie de me positionner un peu plus comme un propriétaire d'entreprise. J'essaie de regarder le futur de l'immobilier. Et on sent et on voit une certaine fatigue dans les loyers neufs. Okay? Fait que, là, on voit les constructeurs, là, ils mettent 3, 4, 6 mois de rabais. Fait qu'on voit vraiment, là, ça a topé, même ça a diminué un peu sur le plateau de Montréal, Montréal. Fait qu'on sent qu'on atteint pas mal la limite. Fait que là, on dit, OK, ça va être quoi la progression pour le futur? Fait que faites juste attention s'il y allez dans le neuf au niveau des projections, parce qu'on sent, comme je répète, une certaine fatigue au niveau des loyers maximum. Puis là, je me suis dit, OK, en tant que propriétaire de blocs usagés, c'est quoi ma réponse face à ça? En fait, même si le loyer, dites-vous ça quand vous achetez un immeuble avec un potentiel, c'est pour ça que ça m'a allumé ça, Jean-Pierre. Quand tu achètes un immeuble avec du potentiel, tu peux avoir 30% des loyers qui sont au prix marchand, puis 70% des loyers qui sont vraiment en bas. Fait que même si on a une fatigue puis on atteint un niveau où est-ce qu'on arrête de progresser, mon entreprise, comme disait Jacques, va continuer quand même de prendre de la valeur parce qu'il va y avoir un roulement de ces unités-là sous le loyer dans lequel on peut rénover et ramener par après. Fait que c'est une super belle protection contre un arrêt d'augmentation de la valeur des loyers, d'avoir ce potentiel-là dans les immeubles. Donc, d'avoir une valeur future. Fait qu'on est protégé. Fait qu'on est protégé à gauche, à droite, dans le bâtiment usagé, là. Je trouve ça merveilleux. C'est pour ça que je suis là à vous l'enseigner encore avec toi, Jean-Pierre, évidemment. Je l'adore parce que justement, on va continuer, peu importe les conditions économiques, à faire des sous avec l'entreprise. Si c'est bien acheté, les amis, là, voilà. Il n'y a pas de pression. Si c'est mal acheté, vous allez sentir de la pression. Encore une fois, le temps file, mais je donne l'exemple de quelqu'un qui avait fait son coaching, quelqu'un de très sanguin, très rouge. Il dit, moi, il faut que j'achète. Je n'ai pas le temps de chercher. Il avait payé un 6 logements beaucoup trop cher et ceci lui a créé de la pression pour mettre les gens à la porte. Donc, il a fait un appel de coaching avec moi. Je ne peux pas t'aider, là. Tu t'es mis dans une situation invivable. Il dit, je ne dors pas la nuit. Il dit là, et il voulait faire un paquet de niaiseries, couper le courant dans la bâtisse. Aïe, aïe, aïe. On ne fait pas ça. Fait que le temps
dire qu'on achète versus le temps mis dans la recherche, la prospection, l'analyse de bons achats, écoutez, c'est le jour et la nuit. Vous allez tellement gagner à bien faire les choses dès le départ plutôt que de rattraper une situation qui est mauvaise. Vous allez galérer pas mal, ça va vous créer un stress complètement inutile. Ça pourrait vous désintéresser de l'immobilier, même de vous écœurer. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on veut, c'est tellement un beau domaine. Ben voilà la pépite. Le temps passé en prospection vaut beaucoup plus cher que le temps essayé à sauver vaut plus cher que le temps utilisé à sauver un projet. Voilà, je cherchais mes mots, mais tu l'as ta pépite, Jean-Pierre. En tout cas, on espère qu'on vous en a livré quelques-unes. Ouais. Merci. Vos questions étaient super. Grâce à vous, on a encore eu un très bon lunch, très interactif. Merci à tout le monde. Jean-Philippe, merci d'avoir été là. Toujours le fun d'animer avec toi. Go, Habs, go, absolument, absolument. On se croise les doigts. On s'arrange pour pas... encore une petite réflexion, ce qui s'est passé avec Alexandre Carrier hier dans le match qui a subi une mise en échec majeure et ça a changé le cours du match. Arrangeons-nous pour ne pas subir de mise en échec dans notre développement immobilier qui va changer le cours des choses par un mauvais achat, une mauvaise relation, un mauvais partenariat. Soyons prudents, protégeons ce qu'on a. Soyons vigilants parce que vous l'avez vu hier soir, là, je fais le parallèle, mais en quelques secondes, le match a changé malheureusement avec ce qui s'est passé. Ça a cassé le momentum. Il est rentré au banc. Les Capitals en ont profité, puis ça a été le début de la fin pour le Canadien. Donc, dans ce match-là, ce n'est pas terminé encore. Donc, protégez, faites attention à ce que vous avez. On ne veut pas d'interruption dans notre croissance comme ce qui s'est passé hier soir. Gardez la tête haute. Gardez la tête haute, bien important. C'est un rendez-vous le 5 mai prochain lors du 198e épisode. Nous recevrons alors Maxime Potvin, un gars de Québec très dynamique, qui viendra nous parler de la location court terme, réussir et maximiser ses revenus avec Airbnb. Il a fait son coaching il y a quelques années et il nous avait tous bluffés. Il gagnait déjà sa vie avec 7 portes à ce moment-là. Donc, quand les gens disent « Hey, toi, tu as combien de portes? » Ben, Maxime nous bat à peu près toutes les statistiques à ce sujet-là. On a bien hâte de l'entendre. On le remercie d'être là. Lundi prochain, évidemment, c'est un rendez-vous qu'on vous fixe. L'événement de ce midi, comme les autres, est disponible en podcast. Tous les autres sont disponibles. Donc, vous avez manqué il y a 2 semaines, 3 semaines, aucun problème. Sur toutes les plateformes, comme vous voyez à l'écran. Et écoutez, encore une fois, on apprécie votre présence. On vous remercie. Faites de bons investissements. Merci à Mehdi, Sandra, Eric, encore une fois. Jean-Philippe, je te salue. Bonne poursuite. C'est un rendez-vous, donc lundi prochain. Faites de bons investissements. Merci de faire confiance au club. Mon nom est Jean-Pierre Dussault. À très bientôt, tout le monde. Bye-bye. Ouais, gros.